Sans tarder, je donne la parole à Monsieur Messaoudi. Monsieur Messaoudi qui a une longue carrière dans divers organismes publics et qui est expert en veille stratégique. Allô, bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole et de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question fort délicate du financement des projets publics par le capital privé. Je voudrais, si vous permettez, tout de suite présenter ma communication sous forme de PowerPoint. Et voilà. Alors, la voici. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce qu'elle est visible, accessible? Oui, elle est visible. Saad Majid, s'il vous plaît, essayez de respecter le temps, sans quoi je serai obligé de vous couper le... Non, n'hésitez pas, évidemment. Moi-même, je m'efforce justement d'apporter des éléments simplement de réflexion sur ce sujet extrêmement délicat. Alors, je dois dire la chose suivante d'abord, je vous présente le sommaire préalablement. Après une petite introduction, je compte parler donc à la fois des capacités et des besoins de financement en comptabilité nationale, la question de l'investissement utile et sa capacité à mobiliser des ressources, tirer les enseignements de l'expérience algérienne des PPP, le financement privé du programme de développement des startups, les nombreux atouts et le dialogue public-privé ainsi que les réformes qui me semblent être les seules issues à la crise de ressources que connaît le pays. Alors, en introduction, je dois un peu situer mon intervention qui n'est que, en vérité, la formulation de quelques remarques sur la base de la note conceptuelle qui a été distribuée. Et dans ce cadre-là, il m'a semblé que l'on entrevoyait de présenter le financement par les ressources privées des projets publics comme pouvant être une solution au problème à la contraction des ressources de l'État, dont la situation et le contexte que vous connaissez déjà, donc de réduction des exportations et l'importance des besoins de développement qui restent à pourvoir. Alors, ça n'est pas aussi simple. Il ne s'agit pas simplement de définir les modalités techniques pour y puiser à volonté. Cette hypothèse implicite à la note m'a inspiré quelques réflexions que je vous propose tout de suite. D'abord, quand on regarde sur le plan économique, j'ai pris rapidement la dernière publication de l'ONS du tableau économique d'ensemble de 2021 qui vient d'être publié par l'ONS et qui traite, qui aboutit à faire émerger les besoins et les capacités de financement des agents. Sont retenus 5 agents, les ménages et entreprises, entrepreneurs individuels ainsi, les sociétés et quasi-sociétés, les administrations publiques, les institutions financières et le reste du monde. Alors, quand on regarde ce TE qui est là, on se rend compte, bien évidemment, que les ressources des agents sont totalement utilisées, soit pour la consommation, par exemple pour les ménages, pour l'épargne, et puis quand le solde donne des capacités ou des besoins de financement qui s'équilibrent mutuellement. Et donc là, par exemple, pour 2019, on se rend compte que les deux secteurs qui sont en besoin de financement, et c'est classique, ce sont les SQS, c'est-à-dire les sociétés et quasi-sociétés,
c'est-à-dire les entreprises de façon générale, les entreprises, disons, formelles, non pas les entreprises individuelles, lesquelles sont classées dans les MEI, et l'administration publique. Donc, ce sont les deux agents principaux qui sont en besoin de financement. Les autres sont, pour 2019, et le plus souvent aussi c'est ainsi, en capacité de financement. Alors, quels enseignements peut-on tirer justement de ce tableau? D'abord, il n'y a pas de ressources gelées en comptabilité nationale. Toutes les ressources font l'objet d'un emploi. C'est ce qu'on vient de dire, par exemple, concernant les ménages et entreprises individuelles, puisque les revenus bruts sont destinés soit à la consommation, à l'épargne, ou alors, s'il y a un solde, et c'est le cas, ils compensent les besoins de financement, le plus souvent des SQS, voire aussi des administrations publiques. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, tout programme nouveau de mobilisation de l'épargne privée, viendra se positionner nécessairement en compétition avec les emplois du revenu disponible brut. Investissement des entreprises, besoins de financement actuel, des AP, consommation finale, etc. Il viendra se positionner en compétition avec les emplois actuels que les agents... d'abord en compétition avec les besoins de financement des SQS, des sociétés, quasi-sociétés, donc du secteur privé. Et donc, tout programme de mobilisation de l'épargne par l'État viendra donc en compétition avec les emplois. L'idée, c'est simplement de dire il n'y a pas de ressources gelées, disponibles, à mobiliser. Il y a déjà un fonctionnement de l'économie avec les ressources et les emplois, et donc ce sera une question de compétition entre des emplois qui sont déjà là. Comment? Alors la problématique pour la mobilisation de ressources privées pour les projets publics revient donc à entrevoir par quel phénomène de compétitivité l'État peut présenter des projets plus attractifs au privé que les projets qu'il finance aujourd'hui. Ou les emplois de façon générale auxquels sont destinées leurs ressources. Donc, ça, c'est la première observation. Donc, il n'y a pas de réserve de ressources à prendre tout de suite. On pourra discuter de ça si vous le voulez après. Deuxième question, l'investissement utile et sa capacité à mobiliser les ressources. L'investissement classique, classiquement, on dit l'investissement est associé au rendement financier, à la profitabilité. Il y a évidemment des notions alternatives de financement solidaire aux militants, ou encore des projets à forte valeur ajoutée, plus-value sociale ou environnementale. Et là, les effets en matière d'emploi, d'intégration économique et d'inclusion sociale et portée environnementale, c'est ce qui est recherché. Et les bailleurs de fonds, dans certains cas, acceptent de renoncer partiellement ou totalement au profit, voire même abandonnent leurs fonds dans l'objectif de faire triompher une cause, à l'exemple des business angels. Alors, dans ce cadre-là, aussi, la mobilisation des finances privées pour les projets publics, c'est une grosse problématique. Alors, une des expériences que nous avons de financement solidaire dans le pays, c'est la période 62-63 où, à la sortie de l'indépendance, à l'indépendance, il y avait une mobilisation de la population telle que des participations solidaires
des Algériens sans compter en fourni les économies qu'ils avaient ou les petites fortunes qu'ils peuvent avoir. Tout le monde a contribué. Est-ce que ce type d'expérience peut être renouvelé? Je ne sais pas. La réputation de l'administration publique dans le monde, en raison de ses faibles performances, qui sont en général inférieures à celles obtenues par les entreprises, et en raison des pertes de temps et des surcoûts occasionnés, font dire que ce ne sera pas parce que c'est attractif au sens pécunier. Quand on est dans un contexte d'aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier, avec les scandales et les malversations, et 3 années de récession pour le secteur privé, il est quasi impensable que l'on puisse avoir l'engouement dans le secteur privé à financer des projets publics. Je dis tout de go, en conclusion, que la mobilisation de ressources privées pour financer les projets totalement publics, là je suis un peu pudique, je dis semble difficile. Disons aussi clairement tout de suite que le financement privé, parce que l'on dénomme private equity, n'a pas pour vocation d'apporter des solutions de financement des projets publics. C'est évidemment, comme pourrait nous le redire M. Sami Slama, fondamentalement destiné à financer des projets privés desquels il est possible de tirer des rendements satisfaisants. Alors, toujours sur cette capacité à mobiliser des ressources pour l'investissement utile, au-delà du financement des grands projets publics dits utiles, l'économie. Alors, l'alternative de l'économie solidaire et de son financement, il faut aussi rappeler que elle se développe là où les États et les collectivités reconnaissent les réductions importantes de coûts induites par la mauvaise gestion sociale et environnementale et mettent en place des dispositifs favorables qui permettent à ces projets d'être rentables. Deuxièmement, c'est aussi là où on a de nouveaux modes de management qui permettent de concilier profit et solidarité. L'exemple typique de l'économie bleue, tel que la diffuse Hunter Pauli, est un bon exemple de situation où on tire profit de la prise en charge des questions environnementales pour multiplier les plus-values de façon extrêmement importante au bénéfice à la fois des managers qui prennent ces projets et des populations qui bénéficient en général des effets retours appréciables. Alors, bon, donc il ne faut pas attendre quelque chose de l'économie solidaire pour peut-être à la marge, évidemment, parce que ça peut réduire les dépenses de l'État, mais pour financer les gros projets publics, il ne faut pas attendre quelque chose du financement privé. On peut regarder aussi l'expérience algérienne des PPP, qui a été réalisée essentiellement avec les investisseurs étrangers. Là, avant de se prononcer définitivement sur la possibilité ou non de renouveler ce type d'expérience, il faut faire un bilan sans complaisance de ce qui a été fait jusqu'ici et diffuser, débattre publiquement, au moins au sein du Conseil national économique et social et environnemental, de cette question avec chiffres et données à l'appui. Et contrats et clauses de contrat aussi à étudier. Alors, il y a donc, il me semble cependant, sans avoir vraiment approfondi l'examen de ces contrats,
il me semble qu'il y a une hypothèse à vérifier, des hypothèses à vérifier. Les contrats de type PPP réussis me semblent être ceux qui ont donné lieu à la concession totale du service public et à une supervision de l'activité des opérateurs sur le marché, à l'exemple de ce qui a été fait pour les licences de téléphonie mobile, qui ont eu un franc succès sur le marché, mais qui peuvent, en vérité, il faut regarder de plus près, présenter un certain nombre de difficultés qui ne sont pas apparentes pour l'instant. L'autre hypothèse, c'est que lorsque la concession est assortie d'une clause de rachat du service par l'État, ce dernier a en général pris des engagements qu'il ne peut garantir indéfiniment. Il me semble que nous avons été un peu emportés par l'aisance financière et probablement que nous avons signé des contrats de PPP que nous ne pouvons pas garantir indéfiniment. Je pense en particulier à l'achat de l'eau à des prix qui m'avaient semblé déjà exorbitants au moment où quelques renseignements avaient été sortis dans la presse. Voilà. Alors, quatrièmement, le financement privé du programme de développement des startups. Alors, là, par contre, il y a de nombreux atouts qui peuvent permettre de réussir et d'indiquer la voie des réformes à promouvoir dans le secteur financier. En particulier, les projets sont en général de petite taille au démarrage. Ils font l'objet de sélection de systèmes d'appui et de financement complémentaire public, ce qui réduit encore les besoins de financement, peuvent être mutualisés pour réduire les risques dans des portefeuilles gérés par des organismes de placement de type FCP, SICAV et qui peuvent être très rentables. L'écosystème du financement des startups constitue un des premiers projets du programme. Les programmes des startups tels qu'ils se dessinent a progressivement traité de son environnement et a touché un certain nombre de questionnements autour de la gestion de l'innovation. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à l'écosystème de financement. Cet écosystème dit FinTech, en cours de conception et de déploiement, est moins confronté aux réticences des institutions déjà installées de longue date et qui sont sur des modes de gestion désuets. Ça, c'est un atout. Donc, on peut valablement progresser à ce niveau-là. Cet écosystème peut trouver naturellement ses premiers clients dans les cohortes de start-up en cours. Beaucoup d'étudiants sont enthousiasmés à l'idée de pouvoir lancer leur entreprise et donc se font compétition pour innover. Et ce sont des programmes qui peuvent générer des issues favorables très probablement. La réussite de l'écosystème donnera la voie des réformes pour l'ensemble du système de financement des projets des entreprises. C'est-à-dire que ce que l'on pourra faire plus aisément dans l'écosystème de financement des startups va servir de tremplin et d'exemple pour la réforme financière de façon globale dans le pays. Alors, autre chose encore, le dernier point, c'est le dialogue public-privé, et c'est là où j'arrive vraiment aux solutions qui permettent à l'État de retrouver les financements dont il a besoin. Et ces financements sont assujettis en vérité à la construction de dialogues public-privé par filière dans les activités privées. Parce que c'est dans ce cadre-là, c'est en aidant le secteur privé à se développer que nous pouvons à moyen terme escompter
des ressources, des ressources dans les entreprises et par ricochet, escompter une fiscalité nouvelle venant justement du secteur privé qui aura pris de l'ampleur et qui sera à ce moment-là la vraie source de financement classique de l'État. Alors, mais ceci dit, avant d'y arriver à moyen terme, il faut soutenir l'entreprise, les entreprises privées, particulièrement les entreprises qui ont pris conscience qu'il n'y a plus d'avenir dans l'accaparement de niches de rente et qui aussi réorientent, toute entreprise qui réoriente son modèle d'affaires sur la compétitivité à l'international, que ce soit pour l'exportation ou que ce soit pour la substitution aux importations. C'est-à-dire que ce sont ces entreprises qu'il faut montrer en modèle d'affaires, qu'il faut promouvoir et sur lesquels on peut escompter, dans un avenir relativement proche, à moyen terme, engranger des ressources nouvelles qui seraient générées par des activités économiques menées par le privé. La réussite de ces entreprises dans cette voie suppose un accompagnement judicieux dans un dialogue par filière d'activité, c'est ce que je dis. Elle suppose aussi un appui de ces entreprises par de l'expertise neutre et objective pour notamment mobiliser des financements sur des projets rentables d'infrastructures au service des stratégies et des filières. Et c'est là qu'interviennent à ce moment-là les private equity et permettent aussi notamment de développer à moyen terme les nouvelles assiettes fiscales pour l'État. Engager un dialogue public-privé avec les filières d'activité économique qui souhaitent s'orienter sur la compétitivité internationale de leur activité pour conquérir des marchés internationaux ou pour soutenir la concurrence des produits importés. C'est la voie, disons, la plus sûre qui permet de garantir à terme, même si ça n'est pas dans l'immédiat, des financements pour l'État. D'ailleurs, ce type de dialogue, nous avons une première expérience qui a été réalisée par justement autour des startups et qui a donné lieu à toute une série de réformes qui ont eu cours déjà et d'autres qui sont en voie de l'être, qui ont permis donc au ministère des startups et incubateurs et économie de la connaissance de rénover un peu l'environnement des entreprises et des porteurs de projets innovateurs. Voilà donc, de mon point de vue, les quelques réflexions qui me semblent importantes, qui me semblaient nécessaires de livrer en réaction, disons, inspirée par la note conceptuelle que nous avons tous lue. Merci. Merci beaucoup, c'est Saad Majid. Je crois que votre intervention soulève un certain nombre de points. On n'est pas toujours d'accord, mais il y a des points essentiels qu'il me paraît devoir souligner. La nécessité d'un bilan sans complaisance de l'expérience algérienne en matière de partenariat public-privé, notamment sur le volet financement et sur le volet contractuel, est absolument essentiel. Vous avez mentionné d'autres instruments de financement comme les SICAV, les FCP, ça a été utilisé par d'autres pays. Moi, je crois qu'un parallèle, par exemple, en termes de partenariat public-privé et de mode de financement, entre le Maroc et l'Algérie serait très intéressant, et entre l'Algérie et l'Égypte serait porteur, et entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. J'élargis au fur et à mesure parce que je revois des expériences auxquelles j'ai participé. Serait intéressante. Mais le point fondamental
que je retiendrai personnellement, hein, on reviendra probablement dans la discussion, c'est la nécessité d'établir un véritable dialogue public-privé. Je crois que jusqu'ici, les discussions ont été essentiellement des discussions tripartites. Or, là où ça a marché, je peux vous le dire, pour un certain nombre de pays qui étaient dans des difficultés aussi grandes que celles de l'Algérie en matière de relations publiques-privées, comme le Cameroun, comme le Sénégal, comme le Kenya ou le Ghana encore, il est intéressant d'observer que la mise en place de structures spécialisées de dialogue. Mais quand on dit dialogue, ça veut dire partenaire traitant d'égal à égal, pas une autorité tutélaire. L'État n'est pas la tutelle du secteur privé, traiter d'égal à égal avec le secteur privé. À ce moment-là, on peut s'écouter, on peut s'entendre mutuellement, on peut se comprendre et établir les ponts pour définir y compris les produits et y compris les modalités dans lesquelles le secteur privé peut intervenir dans des projets, dans des projets publics. Donc, le dialogue est absolument indispensable si on veut sortir de cette problématique d'une approche tutélaire, ce qu'on peut appeler du partenariat public-privé. En tout cas, merci Saad Majid pour les observations et les commentaires à partir qui vous ont inspiré la note introductive, qui sont à la fois, de mon point de vue, pertinentes et en même temps challenging. Elle pose des défis en termes de mise à exécution, qui interpellent des mesures concrètes, et le fait que vous insistiez sur la façon dont la réglementation est en train de changer grâce à cette priorité donnée aux startups est un élément intéressant peut-être à creuser.